Vous êtes-vous déjà arrêté sur un objet, même le plus simple, en vous demandant comment il est vraiment fabriqué ? Eh bien, bienvenue. Aujourd'hui, on va lever le voile sur la science absolument fascinante qui se cache tout autour de nous dans notre quotidien. Voilà la question qui va nous guider. Parce que la réponse, vous allez voir, est beaucoup plus complexe et intéressante qu'on pourrait le croire. Pour la trouver, on va devoir apprendre à regarder le monde qui nous entoure d'une manière complètement différente. Pour commencer, prenons un truc tout bête, une simple boîte de conserve. À première vue, bon, c'est du métal, non ? Mais la vraie question, c'est pourquoi ce métal-là et pas un autre ? C'est là que ça devient intéressant. C'est toute une histoire de science, de fonction et surtout de choix. Alors, pour résoudre ce mystère, il faut d'abord qu'on soit bien au clair sur une distinction essentielle, la différence entre un objet et un matériau. Ça n'a l'air de rien, mais ce n'est pas du tout la même chose, et cette différence, c'est la clé de tout. Un objet, pour faire simple, il a une mission, un but. Il est conçu pour une fonction bien précise, pour répondre à un besoin. Une bouteille, c'est fait pour contenir un liquide. Une chaise, c'est pour s'asseoir. Sa raison d'être, c'est son utilité. Le matériau, c'est autre chose. Ce n'est pas la fonction, c'est la substance même. La matière première, si vous voulez. C'est le de quoi c'est fait qui va permettre à l'objet de remplir sa mission. Pour que ce soit limpide, imaginez ça comme ça. L'objet, il a un job à faire. Le matériau, lui, c'est en quelque sorte l'employé qu'on recrute pour ce job. Celui qui a les meilleures compétences pour accomplir cette mission. Prenons un exemple très concret. Une chaise. L'objet, c'est la chaise. Mais elle peut être faite en bois, en plastique, en métal. Vous voyez, c'est ça qui est important. Un même objet peut être fait de plein de matériaux différents. Et un seul matériau peut servir à créer une infinité d'objets. Bon, mais comment on s'y retrouve dans tout ça ? En réalité, la plupart des matériaux qu'on utilise tous les jours peuvent être rangés dans 3 très grandes familles. Chacune a ses propres caractéristiques. On a d'abord les métaux, comme le fer, l'aluminium. Ensuite, bien sûr, il y a les plastiques, le PET des bouteilles d'eau, le PVC des tuyaux, etc. Et enfin, les verres. Voilà les 3 grands groupes qu'on croise absolument partout, tout le temps. Mais alors, la question à 1 million. Comment on choisit le bon matériau pour le bon job ? Eh bien, c'est une question de propriété. Et on pourrait presque voir ça comme des super-pouvoirs qui sont uniques à chaque famille. Ce tableau, il montre bien qu'il faut faire des compromis. On veut quelque chose qui conduit l'électricité et qui résiste bien au choc, hop, on prend un métal. On a besoin d'un super isolant, là, le plastique est notre meilleur ami. On cherche la transparence absolue, le verre est parfait, mais attention, il est cassant. En fait, il n'y a pas de matériau parfait, chaque choix est un équilibre entre toutes ces propriétés. Allez, maintenant qu'on a les bases théoriques, on passe à la pratique. Avec quelques tests tout simples, on peut vraiment jouer au détective et identifier les matériaux qui nous entourent. Pour les métaux, c'est assez direct. La couleur, déjà ça peut trahir le cuivre avec ses teintes rouge-orangé. Un simplement va tout de suite repérer le fer. Et si on a un métal gris qui est étonnamment léger, il y a de très très fortes chances que ce soit de l'aluminium. Et ce graphique, il montre parfaitement pourquoi le test du poids marche si bien. Regardez la densité de l'aluminium. Elle est presque 3 fois plus faible que celle du fer ou du cuivre. C'est une différence qu'on sent immédiatement dans la main. Pour les plastiques, l'enquête se corse un petit peu. Mais il y a une astuce géniale et incroyablement efficace, le test de la flottaison. En les plongeant d'abord dans de l'eau douce, puis dans de l'eau salée, on peut les trier juste par leur densité. Certains flottent, d'autres coulent, et voilà, ils ont révélé leur identité. Et pour les cas les plus récalcitrants, il reste d'autres indices. Si on le brûle, avec beaucoup de précaution bien sûr, une flamme verte trahit la présence de chlore et donc de PVC. Le polystyrène, lui, ne supporte pas l'acétone, il fond dedans. Quant au PET, un petit tour dans l'eau très chaude et il se déforme, il s'enroule sur lui-même. Chaque plastique a son point faible. Bon, maintenant qu'on est bien équipé, on a tout ce qu'il faut pour revenir à notre point de départ. Mais cette fois, au lieu de la boîte de conserve, on va s'attaquer à un autre objet tout aussi commun. La brique de lait. On a l'impression que c'est juste du carton, point final, n'est-ce pas ? Eh bien, en réalité, c'est une petite merveille de science des matériaux. Ce n'est pas une seule substance, mais un assemblage super complexe où chaque couche a une mission absolument vitale. Chaque matériau a été choisi pour une raison bien précise. Le carton, lui, il est là pour donner la structure, la forme. Ensuite, une fine couche de plastique, du PE, vient rendre le tout imperméable. Et enfin, une feuille d'aluminium, encore plus fine, bloque la lumière et l'oxygène pour garder le produit frais. C'est un vrai travail d'équipe. Aucun de ces matériaux ne pourrait faire le job tout seul. Au fond, cette phrase résume absolument tout. La conception d'un objet aussi banal en apparence qu'une brique de lait n'est pas du tout le fruit du hasard. C'est une série de choix scientifiques, délibérés, basés sur les fameux super-pouvoirs de chaque matériau. Alors voilà, la prochaine fois qu'on tient un objet entre les mains, n'importe lequel, il suffit de prendre 1 seconde, de le regarder différemment, d'essayer de deviner ces matériaux en se demandant « mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça ?» Parce que maintenant, on le sait, le monde qui nous entoure est un immense laboratoire à ciel ouvert.
bientôt.